Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle édition de nos grands entretiens. 476, 1453, 1492, 1789, autant de dates qui portent en elles de grands événements, changements, ruptures, fractures. Autant de dates à qui l'on a confié la responsabilité de définir l'histoire, sa chronologie, à qui l'on a confié le rôle de repère, de référent entre deux périodes, deux époques, deux mondes. Délicate épreuve que de définir la date qu'il faut choisir pour acter notamment la fin du Moyen-Âge et le début de l'ère moderne, le passage de la chrétienté à l'Europe. Mais pour l'historien Guillaume Franza, l'année 1520 est l'année bascule qui témoigne de cette transition, la fin de cette grande chrétienté et le début de la constitution de l'Europe pour schématiser bien entendu. Guillaume Franza, bonjour. Bonjour. Vous êtes archiviste paléographe. 1520 est votre premier livre et il vient de paraître cette année donc aux éditions Perrin. Comme je l'ai dit donc dans l'introduction, beaucoup de dates nous inspirent. On peut aussi penser à 1515, à l'an 800, autant 1520 semble une date un peu moins symbolique qui nous inspire moins d'événements. Mais pourtant, il s'est forcément passé quelque chose puisque c'est le titre de votre ouvrage. Que s'est-il passé en 1520 ? Bien, bonjour et merci pour cette belle présentation. Alors, pour entrer tout de suite dans le cœur du sujet, alors 1520, effectivement, c'est une année qui n'a pas laissé un souvenir particulièrement impérissable dans la conscience collective. Il n'y a pas d'événements fondateurs en 1520, il n'y a pas de grandes batailles, de grandes crises, de révolutions, ni quoi que ce soit en lien avec les dates que vous avez énumérées au début. Ce qui m'a intéressé avec 1520, en fait, c'est plutôt un sentiment diffus. Un sentiment rampant que on arrivait au bout de quelque chose et que les mécanismes d'une nouvelle époque se mettaient en place. En 1520, par exemple, on a un schéma politique européen qui s'installe et qui montre les grandes lignes de ce que va être la politique européenne pendant 2 ou 3 siècles. On a d'un côté la France qui s'érige en monarchie absolue avec François Ier, de l'autre l'empire des Habsbourg réuni par Charles Quint qui prétend à l'inverse diriger le monde entier, et on a quelques puissances à la marge, l'Angleterre avec Henri VIII, l'Empire ottoman qui se forme à l'Est, quelques puissances qui essaient de tirer leur épingle du jeu à côté de ce grand duel entre la France et les Habsbourg. Et ça, c'est un schéma qui se met en place précisément vers 1520 et qui va perdurer pendant toute l'époque moderne, voire un peu au-delà pour certains aspects. Voilà, pour le contexte européen déjà. Alors, qu'est-ce qui change entre ce qu'on appelle le Moyen-Âge et l'époque moderne ? Quels sont les éléments qui définissent cette époque moderne et qui nous permet de dire cette toile est Renaissance, ce fonctionnement politique est lié à l'époque moderne et non plus au Moyen-Âge ? Oui, alors là encore, c'est un sentiment un peu général. D'une part, une chose qui est en nette rupture, c'est effectivement la question artistique. Comme vous le notez, il y a un basculement de l'art qui se produit à cette époque. On a un art traditionnel, gothique, qui règne sur toute l'Europe médiévale depuis maintenant le XIIIe siècle et qui perd de la vitesse à cette époque-ci. Et en 1520, on a un mouvement qui s'empare des cours européennes, à commencer par la cour du roi de France, où on choisit le style qui est en vigueur en Italie depuis un demi-siècle. Et ce style, c'est le style de l'Antiquité.
Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors ce n'est pas simplement une admiration pour l'Italie, c'est la volonté de s'imposer comme le dirigeant naturel de toute l'Italie du Nord, qui est l'enjeu d'une féroce bataille depuis 25 ans, et également s'affirmer comme l'héritier de l'ancien empire romain, qui a régné sur la plus grande partie de l'Europe et sur la Méditerranée. Tout ça dans une perspective moitié politique, moitié religieuse, qui est de promouvoir la civilisation chrétienne et de la répandre. L'enjeu, en 1520, c'est de savoir qui va diriger le mouvement. Qui va diriger le mouvement alors? Alors bien justement, il y a 2 candidats déclarés. Il y a d'une part François Ier, qui est à la tête d'un royaume très ancien. Il se prétend très chrétien parce qu'il est censé être le royaume chrétien le plus vieux en Europe. Et c'est un royaume extrêmement fort. Face à lui, il a Charles Quint, qui est une personnalité moins éclatante et qui a des possessions territoriales extrêmement larges, mais très disparates, et qui détient le titre d'empereur depuis 1519. Un titre qui n'a pas une grande force en matière de géopolitique, mais qui symboliquement en fait un successeur de l'Empire romain tout désigné. Et on a donc ainsi une puissance réelle face à une puissance plus mouvante, mais symboliquement beaucoup plus chargée, qui s'affrontent. Donc là, on est sur le terrain politique, et vous expliquez dans votre ouvrage qu'il y a un vrai changement de paradigme, notamment par rapport à la définition de la chrétienté et de l'Église. Oui. C'est-à-dire que l'Europe, c'est en fait la chrétienté avant 1520 ? On peut schématiser comme ça, effectivement. C'est une façon de voir les choses. La chrétienté, en fait, c'est tout simplement, en gros, l'Europe, dans une définition qui n'est pas géographique, mais qui est plutôt culturelle et religieuse. En fait, c'est l'ensemble des nations catholiques. Et cet ensemble, on l'appelle à l'époque et encore en 1520 chrétienté, parce que c'est la civilisation qui est régie par une même foi, une même loi, une même façon de penser. Et après 1520, on bascule sur un schéma qui est différent, qui est celui de nations rivales et qui n'ont plus d'unité religieuse. Et c'est là que le principe d'Europe, une entité géographiquement bien délimitée, prend le relais. Donc on abandonne un petit peu le dénominateur culturel entre tous ces pays, ou alors on le change? Alors je ne dirais pas qu'on l'abandonne, mais en tout cas on le nuance, en tout cas, parce qu'il y a naturellement une culture qui va au-delà des strictes questions de confession religieuse. Donc celle-là, on ne l'abandonne pas, mais en revanche, on est très clairement conscient que l'appartenance à la civilisation commune ne se fait plus sur la seule religion, mais sur l'appartenance à une ère culturelle qui a ses limites, qui a des pratiques communes, mais où la religion n'est plus le ciment commun. Est-ce qu'on peut dire que cet abandon, entre guillemets, du concept de chrétienté, ou du moins comme il était entendu au Moyen-Âge, est lié à l'évolution du pouvoir politique de l'Église, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent ce phénomène ? Alors tout à fait, l'évolution du pouvoir politique de l'Église est au premier plan en fait de la question, car pendant une grande partie du Moyen-Âge, l'Église s'est assurée d'avoir un rôle de régulateur de la politique et des mœurs dans les royaumes et la population de la chrétienté. À partir de la fin du XIVe siècle, ce rôle a été très fortement ébranlé. D'une part parce qu'il y a eu une crise qu'on appelle le grand schisme, qui a vu plusieurs papes concurrents se disputer le contrôle de la chrétienté, et d'autre part parce que pour régler cette situation, un demi-siècle plus tard, ce sont directement les monarques temporels qui ont saisi la question en main et qui ont trouvé une solution. Donc en 1520, l'Église a toujours un très grand poids au plan moral, au plan intellectuel, mais elle est devenue, somme toute, un acteur parmi d'autres, et plus l'arbitre qui chapeautait l'ensemble du système politique. Cette évolution est-elle aussi fortement liée à la réforme et à la réforme de Luther ?
Alors, il y a un lien évident qui, là, en revanche, ne se pose pas tant sur le terrain politique que sur le terrain de la discipline et de la morale. Parce la fin du Moyen-Âge est marquée par les épidémies. On a la Grande Peste au XIVe siècle, la guerre de 100 ans qui dévaste la France et de manière générale toute une série de fléaux qui entretiennent un sentiment diffus de peur. Et cette peur, elle se traduit à la fin du Moyen-Âge par le désir assez simple en apparence, qui est de réformer la société pour que Dieu n'ait plus de raison de punir son peuple de cette manière. Et ce réflexe, lorsque la société en prend pleinement conscience et demande ostensiblement à ce qu'il y ait une réforme de l'Église et de ses pratiques quotidiennes, l'Église en fait ne répond pas à cette demande. Elle l'entretient en grande partie parce que elle en tire des ressources, des dons, des avantages pécuniaires et une influence toujours plus grandissante dans la population, mais elle ne fait rien pour y répondre en tant que telle. Et l'absence de réponse efficace conduit justement à une rupture, parce qu'il y a une frange de la population qui, elle, veut vraiment qu'il y ait une réponse. Et c'est ça qui porte Luther au premier plan. Un jour, Luther décide de lancer une controverse entre intellectuels, c'est un universitaire prédicateur, comme il y en a tant d'autres à l'époque. Un jour, il décide de lancer une controverse, il placarde des thèses à la porte d'une église de pèlerinage renommée en Allemagne, et la rumeur publique amplifie l'événement d'une telle façon qu'il n'a pas d'autre choix que de prendre la tête du mouvement. Et ainsi, un peu malgré lui, il lance un mouvement qui va être un mouvement de rupture avec le passé et avec la doctrine traditionnelle de l'Église catholique. Et alors, vous parlez justement de l'incapacité de la chrétienté, et donc plus particulièrement de l'Église, à répondre à certaines questions, certaines aspirations. Certains répondent, et je vous cite, par une table rase. Vous utilisez le terme table rase. Dans quel domaine celui-ci se manifeste-t-il ? Alors, ce souci de faire table rase, il provient justement de la difficulté de l'Église à trouver des réponses aux peurs de la population, tant et si bien qu'il y a une partie des penseurs qui décident, pas vraiment qui décident, mais qui envisagent clairement de s'affranchir totalement de l'édifice doctrinal qu'a conçu l'Église au fil des siècles pour repartir du socle premier, la Bible, les enseignements de l'Évangile et rien d'autre. C'est un mouvement qui est conduit au départ par les humanistes qui ont la volonté de retourner à la pureté des textes originaux, ceux qui ont vu s'asseoir la prédominance du christianisme dans l'Empire romain. Et ainsi de faire table rase de tout ce que l'Église a pu en déduire, en tirer comme exégèse, comme commentaire et comme loi pour préciser les choses au fil du Moyen-Âge. Donc tout cet appareil conçu par l'Église, il est remis en question à l'époque-là. Et ça fait partie, justement, outre le climat de peur, ça fait partie des éléments qui discréditent en grande partie l'Église dans son rôle de conducteur moral. En 1520 en particulier, est-ce qu'il y a des événements qui manifestent cet état d'esprit de zapper en quelque sorte en fait cette longue période du Moyen-Âge, puisque avec cette recherche d'aller aux croyances primitives et aussi de retourner aux textes antiques et de moins s'attarder sur les écrits des clercs, il y a quand même une volonté, on a l'impression d'enjamber quelques siècles d'histoire. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment l'idée qui est au cœur de la réforme. Donc, alors, en 1520, le grand enjeu, c'est les négociations entre Luther et le pape, parce que cela fait maintenant quelque temps que Luther a émergé du magma des universitaires pour défier Rome. Ses thèses ont été affichées en 1517 et en 1520, on est plus de 2 ans plus tard, et la papauté clairement ne sait plus comment gérer ce cas qui n'est pas isolé, qui bénéficie du soutien d'une large partie de la population, et on a donc des manœuvres beaucoup plus offensives qui sont mises en place. L'un des principaux adversaires de Luther, qui s'appelle Eck, reçoit clairement un ultimatum à transmettre aux réformateurs pour qu'ils se rétractent sur ces thèses les plus violentes, pas toutes, mais les plus violentes, et ces livres sont brûlés.
dans deux grands auto-da-fé dans les Pays-Bas et en Allemagne, ce qui met un peu Luther au pied du mur et le force à prendre lui-même une position plus agressive. Alors vous expliquez qu'on imagine un petit peu dans les images d'Épinal qu'il y a eu un combat violent entre un Luther presque persécuté par l'Église et une Église qui ne veut pas entendre les récriminations légitimes de certaines parties de ses fidèles. Et pourtant, ils ont voulu converser avec Luther et chercher à comprendre, c'est ça, quelles étaient ses ambitions. C'est ça, tout à fait. Au départ, l'affichage des thèses de Luther a eu un grand retentissement parce qu'il y avait une réelle attente du public, notamment dans l'Empire où il y a un maillage de principautés qui est tel qu'il y a une sorte d'insécurité permanente entre les différentes parties de l'Empire, des risques de guerre, etc. Et donc en Empire, le retentissement est tel que la papauté ne peut pas l'ignorer en fait. Et au départ, la seule solution qui s'impose, c'est de négocier pour justement éviter une crise politique. Parce qu'au départ, la papauté, justement, dans le terreau très instable qu'est l'Empire, elle a peur d'une vraie crise politique, qu'il y ait des princes qui se liguent en factions et qui se retournent les uns contre les autres et qui créent une nouvelle guerre dévastatrice. Et ensuite, une fois que cette première crainte est passée, car le Luther n'a pas d'ambition politique à proprement parler, il passe à une négociation de fond sur la doctrine. Et pendant 1 an et demi, on va voir des émissaires faire la navette entre l'Allemagne et Rome. Sans résultat, malheureusement. On a parlé du retour un peu aux origines, même s'il est évident, et nos auditeurs le savent certainement, qu'il n'y a pas eu un abandon total de la culture antique pendant le Moyen-Âge, mais il y a aussi un désir de grande découverte, d'aller au-delà, et évidemment, c'est très manifeste avec la découverte de l'Amérique, comme on dit assez couramment. En 1520, qu'est-ce qui se passe par rapport à ces grandes découvertes ? Alors 1520, c'est une année qui est assez importante dans l'histoire des découvertes de l'expansion européenne dans le monde, car il y a plusieurs événements concomitants qui se déroulent dans les différentes parties du monde. On a d'une part le premier terrain d'exploration qui a été l'Afrique, où les Portugais ont monté tout un réseau de comptoirs pour maîtriser la route des épices jusqu'en Inde. Et en 1520, ces comptoirs qui centralisent le commerce de l'or, des esclaves, des épices en Afrique, commencent à approfondir leur activité. Et il y a notamment au Congo la première systématisation de l'esclavage qui est appliquée à la population par les Portugais. Ceci afin d'alimenter le marché européen et surtout le nouveau marché américain qui s'est mis en place depuis une dizaine d'années. Donc ça nous porte en Amérique, où là on a d'une part les grands centres coloniaux des premiers temps qui sont les îles des Caraïbes, découvertes par Christophe Colomb 30 ans auparavant quasiment, et qui sont devenus les chefs-lieux des explorations espagnoles vers la terre ferme. Et notamment il y a Cuba qui polarise une grande partie de l'afflux d'esclaves depuis l'Afrique. Après la mise en place de Cuba, on s'est tourné naturellement vers le continent. Et en 1520, la grande entreprise qui est en cours, c'est la conquête du Mexique, avec justement la destruction de l'empire des Aztèques, qui est le fait d'Hernán Cortés, donc un personnage extrêmement connu, qui parvient avec un effectif très restreint à abattre ce qui est alors la première puissance d'Amérique centrale, de façon foudroyante. D'une part parce qu'il a une excellente connaissance de la géopolitique locale, il sait très bien manipuler les différentes tribus entre elles, et d'autre part parce que avec les premiers aventuriers, on a également l'invasion épidémiologique. Donc l'Europe et l'Amérique sont restés pendant des millénaires en vase clos, quoi. Donc les microbes qu'on trouve en Europe ne sont pas ceux d'Amérique, et inversement. Et donc quand les premiers Européens débarquent en Amérique, c'est un véritable désastre, car les Américains ne sont absolument pas armés au plan immunitaire pour résister aux microbes européens. Et donc très rapidement, au bout de quelques mois, on voit l'Empire aztèque et toute la région succomber à l'épidémie notamment de variole, qui décime environ 30 à 40% de la population en à peine quelques mois, alors que Cortés est lui-même sur le pied de guerre. Ce qui conduit donc, dès la fin de 1520, à un encerclement de la capitale aztèque et à sa destruction ensuite en 1521.
Par rapport on a parlé de plusieurs évolutions, c'est un désir d'aller au-delà des frontières connues. Dans l'art à proprement parler, comment est retranscrite cette idéologie de renouveau, de retour aux sources? Est-ce que vous qui êtes docteur en histoire des arts, si je me trompe pas, qui avez étudié cette histoire des arts, vous pouvez nous montrer qu'il y a une vraie concordance entre les changements idéologiques et les changements artistiques de l'époque? Oui, tout à fait. Alors, le changement, naturellement, on pense principalement à l'Italie, qui est le berceau de l'humanisme et qui, en parallèle de sa démarche de retour au texte original, a justement voulu revenir à la pureté des formes en fait esthétiques, et c'est d'autant plus facile en Italie où les ruines de l'Empire romain sont extrêmement présentes. Donc dès le milieu du XVe siècle, l'Italie est clairement un endroit où on cherche à ressusciter une culture qui paraît morte. C'est ce que Machiavel dit dans un de ses livres, où il dit clairement que l'Italie, c'est un pays qui semble fait pour ressusciter les choses mortes, en littérature, en art et dans tout un champ de disciplines qui amorce une rénovation de la civilisation dans son entièreté. Et en 1520, ce mouvement, il s'étend de l'Italie jusqu'en France, en Espagne et dans quelques autres royaumes. On passera notamment à la Hongrie et à la Pologne, même si elles sont en 1520 en difficulté. Donc en 1520, par exemple, donc on a Chambord qui est en construction. C'est un bâtiment extrêmement complexe et dont le chantier a été très difficile. Bien, à Chambord, on a très clairement encore un schéma global qui est celui d'un château fort avec un donjon, cantonné de tours, une enceinte avec des tours d'angle, mais tout le répertoire ornemental est celui de l'Italie de la Renaissance et donc en grande partie celui tiré de l'Antiquité, avec ses pilastres corinthiens, sa marqueterie de pierre blanche et d'ardoise. C'est quelque chose qui est tout à fait nouveau au plan ornemental. Et l'alliance entre cette structure traditionnel du château français et ses ornements d'inspiration antique, c'est quelque chose qui traduit justement une nouvelle façon d'aborder l'art. Et donc on se place là non seulement sur le plan intellectuel et politique, mais également dans une réelle démarche de création artistique. Une création qui veut en sorte faire la synthèse entre l'apport des anciens, les anciens de l'Antiquité, et l'apport des anciens locaux, la tradition française. Est-ce que on peut dire que tous ces politiques, ces artistes, ces grands explorateurs avaient conscience de ces changements, voulaient vraiment impulser un nouveau monde, ou qu'en fait la transition s'est faite un peu malgré eux? Alors, malgré eux, c'est une question qui n'est pas si évidente que cela, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde qui était conscient qu'on était en train de basculer d'une époque à une autre, notamment les pays qui étaient liés à la colonisation. Les Espagnols, les Portugais, les Anglais étaient extrêmement conscients qu'ils vivaient une époque tout à fait incroyable. Quand Thomas More rédige son Utopie, il place en personnage principal un capitaine qui travaille sur les vaisseaux et qui revient d'une exploration lointaine, exactement comme d'autres explorateurs auraient pu le faire à cette époque. Donc le fait qu'on ait ce réflexe en littérature montre qu'on est conscient de vivre une époque tout à fait particulière. Dans les siècles précédents, il n'y a pas d'exploration de cette ampleur. Et ça se ressent. Après, il y a également des résistances. On sait notamment, par exemple, que le changement artistique n'a pas été accepté partout de la même façon, ni de la même manière. En France, on a les milieux parisiens qui sont en réalité relativement hostiles à l'art de la Renaissance parce qu'ils y voient d'une part un retour à un art qui est mort à leurs yeux et d'autre part parce que c'est le marqueur d'une puissance politique qui est celle de la cour et des grandes familles princières alors que la ville, elle, est une puissance politique à part entière. Et donc, elle s'accroche à l'art gothique et elle l'adapte en réaction à l'art antique, en supprimant des chapiteaux qui sont un héritage antique, par exemple, pour justement réaffirmer son poids et son rôle capital. Est-ce qu'on peut dire aussi que le Concile de Trente, il va un peu dans le sens inverse des humanistes et finalement dans le sens, non pas dans le sens du vent, mais veut rester enraciné un peu dans cette époque médiévale? Alors
Alors je ne dirais pas que c'est exact parce que le Concile de Trente, justement, il est arrivé alors trop tard après la rupture luthérienne, mais il avait justement pour ambition de restaurer la discipline et de satisfaire les exigences morales et intellectuelles communes. Donc, il n'y a pas eu de rejet de l'humanisme, ni de rejet des nouvelles formes d'art. En revanche, il y a eu une volonté de synthèse et d'harmonisation, quoi. Et une fois que ce mouvement a été entrepris, il a été appliqué systématiquement, autant que faire se peut, à tout le royaume chrétien, à commencer par naturellement l'Espagne et son énorme réseau colonial. Donc le but, il n'est pas de nier l'humanisme ni le Moyen-Âge, mais au contraire d'essayer d'impulser une restauration dans la continuité. Quand est-ce qu'on commence à parler d'Europe ? Quelle est la première personne qui emploie ce terme ? Alors, l'Europe, c'est un mot qui réapparaît sous la plume d'humaniste, pas pour parler au départ de la civilisation actuelle, mais pour parler de l'espace géographique où il se trouve. Il commente les anciennes géographies de Ptolémée, les anciens mythes, notamment avec le mythe d'Europe enlevé par Zeus transformé en taureau. Voilà le mythe originel du nom de l'Europe. Et au sens réellement civilisationnel et politique, le mot Europe, il est employé pour la première fois par l'empereur Maximilien Ier, qui est donc le grand-père de Charles Quint. Et il l'emploie sur un support qui peut passer inaperçu, mais qui est quand même assez important, à savoir ses monnaies à la toute fin du XVe siècle. Parmi sa titulature, il pose clairement qu'il règne sur l'Europe. Dans la titulature à la marge de ces monnaies. Et donc c'est quelque chose qui est tout à fait inaperçu. Nous aujourd'hui on regarde pas ce qui est écrit sur nos monnaies. Mais à l'époque c'est un vecteur de communication extrêmement fort parce que c'est là que l'on voit la face du souverain quand elle est appliquée. C'est également une monnaie qu'on observe pour savoir de quel pays elle provient, quel est son titre et sa valeur quand on l'échange d'un pays à un autre. Et donc le fait d'avoir mis ce mot d'Europe sur ces monnaies, ça montre réellement un basculement d'ambition, en fait, de la part de Maximilien Ier. Il n'est pas juste empereur du Saint-Empire romain germanique, il a une prétention à asseoir sa préséance vis-à-vis du reste de ses voisins. Alors, est-ce qu'on peut dire que la chrétienté est morte ou est en train de mourir en 1520 ? Alors, elle est pas encore en train de mourir, je ne dirais pas cela, parce que en grande partie, elle va survivre dans la partie restée catholique, en tout cas pour un temps. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que là, on a une notion qui chancelle, clairement. Elle chancelle et elle va sensiblement perdre de sa force. Et j'aimerais revenir sur un terme qui fait polémique, je pense toujours dans l'historiographie, c'est le terme Renaissance. Quel crédit portez-vous à cette expression ? Alors ce terme de Renaissance, il a eu effectivement une très bonne presse depuis son apparition au milieu du XVIe siècle. Personnellement, je pense que ce terme n'est pas faux, en tout cas pas si on se cantonne à l'Italie, parce que clairement il y a eu un souci de faire renaître une forme d'art et de pensée qui n'avait plus réellement cours depuis le début du Moyen-Âge. En revanche, elle reste assez fausse si on se penche sur le reste de l'Europe, car précisément, on a une exportation de l'art de la Renaissance sur le reste du continent européen, mais pas dans une imitation servile. Les différents pays n'interprètent qu'une partie des formes transmises par les grands maîtres italiens et ils l'assortissent à leurs propres usages esthétiques. On peut penser aux différents styles qui sont en vigueur au XVIe siècle, avec le style Tudor en Angleterre, qui est un style médiéval très largement remanié, avec des apports italianisants qui sont assez discrets, ou encore le style platresque en espagnol, qui intègre déjà des ornements issus de l'Italie Renaissance, mais sans jamais renier les ornements d'autrefois. Donc on a un mélange qui est en fin de compte assez riche et assez subtil. Et l'acceptation de l'Italie comme modèle
ultime dans l'art, en réalité, est nettement plus tardif. Et il intervient uniquement, en réalité, à la fin du XVIe siècle, quand les dernières productions gothiques ou héritières du gothique s'effacent enfin. Donc c'est un processus qui prend vraiment extrêmement longtemps en réalité. Il n'y a pas un raz-de-marée qui mérite qu'on parle d'une renaissance triomphante, on va dire. Que doit-on retenir alors de cette année 1520 ? Alors, ce qu'il faut en retenir, c'est d'une part la mise en place donc des mécanismes géopolitiques européens. D'un côté, la France, de l'autre, les Habsbourg et quelques puissances secondaires qui changent de camp au gré des événements. On a la colonisation qui réellement s'amorce à l'époque-là de façon beaucoup plus volontaire avec l'asservissement de l'Afrique, la conquête de l'Amérique et les premières relations avec le monde asiatique qui est beaucoup plus fort et qui donc restera pendant longtemps beaucoup moins perméable aux intrusions étrangères. Il y a également l'impulsion d'un nouvel art qui peu à peu s'étend à toute l'Europe, à commencer par la France, et le passage justement à un art de la Renaissance plus prolifique et plus facile à assimiler avec le maniérisme, qui est inauguré symboliquement par la mort de Raphaël, le plus grand maître de l'époque, et qui voit son art dès 1520 un peu modifié, enjolivé par ses premiers disciples. Et enfin, il faut citer donc la rupture de Luther avec Rome, qui est l'une des principales causes du fractionnement entre les pays européens par la suite et qui a encore un énorme poids aujourd'hui dans les rapports géopolitiques mondiaux. On pourra penser par exemple au fait que on a une Amérique du Nord qui grosso modo est protestante, une Amérique du Sud qui est catholique et que ce genre de découpage en confessions religieuses, il est symptomatique également de rapports politiques anciens qui peuvent parfois se perpétuer. Donc pour vous, est-ce qu'on devrait apprendre que cette année 1520 et en fait, même si vous expliquez que c'est pas une année où il s'est passé des choses particulièrement flagrantes par rapport, par exemple, à la découverte de l'Amérique ou la chute de Constantinople, est-ce qu'on devrait quand même inscrire cette date comme une date majeure pour le passage entre le Moyen-Âge et la Renaissance, entre le Moyen-Âge et l'époque moderne, pour bien sûr caricaturer un petit peu? Alors, effectivement, il y a pas d'événement symbolique qui se passe pendant cette année. Il n'y a pas de grande bataille, de grands coups de force, mais tout de même, il y a des événements importants qui se mettent en place. La chute du Mexique aztèque, par exemple, c'est quelque chose qui était extrêmement important. Le début de l'esclavage systématique par les Européens, c'est également quelque chose qui peut avoir son importance dans l'enseignement aujourd'hui. Et je pense que plus qu'en faire une date symbolique, il faut plutôt y voir un moment de basculement en réalité, un moment où il n'y a pas un geste fort ou un acte fondateur, mais plutôt une balance qui se met insensiblement à pencher d'un côté plus que de l'autre. Quelques mots, Guillaume Franza, sur votre travail de recherche et sur la découverte de sources et notamment, est-ce qu'il y a d'autres historiens qui ont travaillé sur cette année et qui ont voulu montrer son importance? Alors sur cette année en tant que telle, alors il n'y a pas beaucoup d'historiens à dire vrai. Il y a eu quelques chercheurs qui ont travaillé sur certains événements, notamment le camp du Drap d'Or par exemple, qui est le principal événement politique de l'année 1520 en Europe, avec la rencontre pour la première fois du roi de France et du roi d'Angleterre, une première depuis une quarantaine d'années. Et donc cette rencontre effectivement, elle a fait couler beaucoup d'encre, notamment pour son faste et la grande source de rivalité qui s'en est suivie entre François Ier et Henri VIII, qui étaient tous deux des hommes, des géants extrêmement lettrés, extrêmement ouverts, extrêmement également ambitieux, et l'échec de ce sommet entre souverains a donc suscité beaucoup d'interrogations et d'articles notamment. Donc là, on a un événement, premièrement, et ensuite il y a également tout ce qui a trait à la lutte entre Luther et la papauté,
qui a également là fait couler beaucoup d'encre, que ce soit dans les biographies de Luther ou dans des ouvrages séparés. On peut notamment se référer à Pierre Chaunu dans son ouvrage classique Le temps des réformes, qui précisément montre que là on est à un moment où les négociations s'arrêtent parce que vraiment on voit qu'il n'y a plus de marge de manœuvre possible et où la crispation débouche vraiment sur une rupture. Et en termes de sources primaires, je pense. Alors en termes de sources primaires, il y a des documents très intéressants qu'on peut trouver aux Archives nationales sur justement le camp d'Utrecht-Dorn. On a tout ce qui est compte d'exécution du camp, pour tout ce qui est approvisionnement, montage des tentes, commande des fameux draps d'or et des fameux draps de soie qui couvraient les tentes. Toute la régie en fait. C'est ça, voilà, tout cela a subsisté. On a également aux archives anglaises, aux Archives nationales anglaises, de très beaux modèles de tentes en lien avec cet événement, qui sont des productions probablement inspirées par des artistes italiens, mais on n'a pas d'artistes signataires ni de compte pour la commande de ces tentes. Donc voilà, quelque chose qui peut nous donner matière à réflexion. Autrement, on a également toute la production littéraire de 1520, qui là est bien représentée à la Bibliothèque nationale de France, avec notamment tous les manuels de chirurgie, les différentes best-sellers littéraires et humanistes, comme l'Utopie de Thomas More, qui est connue à Paris depuis 1519 et qui est rééditée continuellement parce qu'elle a un énorme succès. C'est la première fois qu'un auteur réfléchit sur ce que devrait être une société idéale sans se référer à l'idéal biblique. C'est une première, ça mérite d'être souligné. On a également une réflexion à avoir sur les ouvrages en cours en 1520, parce qu'ils dénotent une réflexion à l'œuvre sur un plan plus large. On a Copernic qui est en train de concevoir son système héliocentrique à cette époque-là. Il en a jeté les premières bases en 1513 et en 1520, il est en train de mener à bien les calculs qui lui permettraient de prouver son hypothèse. On a Machiavel qui achève la plus grosse œuvre de sa vie, à savoir les discours sur la première décade de Tite-Livre, qui est une énorme somme politique sur l'histoire de Rome notamment. Et ces deux penseurs montrent combien on est en train de changer d'univers. On n'est plus dans un univers où la Terre est au centre du monde voulu par Dieu, on est dans un monde astronomique. Et de même, en politique, on n'est plus à une époque où les rois doivent être des rois parfaits, idéaux pour se rapprocher de l'idéal de Dieu, mais être des bêtes politiques au sens où on l'entend aujourd'hui, où il faut avoir des ambitions, des moyens et se plier à une raison d'État qui ne se définit pas en termes de quête de la morale ou du bien ou du bonheur des peuples, mais au plan de l'intérêt en réalité. Oui, l'idée du salut est toujours là, mais on s'en éloigne quand même légèrement et on met un peu plus en avant les projets terrestres, en fait. Oui, tout à fait. Le salut demeure, mais il est relégué justement au secteur religieux. Il quitte un peu la scène politique, il n'est plus invoqué automatiquement en littérature, et ça devient de plus en plus une affaire privée. Avec des nuances néanmoins, parce que la rupture religieuse apparaît à bien des égards tout de même quelque chose de très scandaleux en réalité, parce que on est quand même dans une société qui souhaite rester unie malgré tout, et c'est ce qui va entraîner les guerres de religion ultérieures, car l'idée ce n'est pas de laisser le salut devenir totalement transparent sur la scène politique. Il y a un enjeu qui est celui de l'unité de la civilisation, et cet enjeu il reste en arrière-plan, mais il disparaît du quotidien, si on peut dire. Merci beaucoup Grim Franza d'avoir répondu à toutes nos questions à partir de votre ouvrage 1520 paru aux éditions Perrin tout récemment, 1520 au seuil d'un monde nouveau. Merci beaucoup et merci à vous chers auditeurs pour votre écoute, pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de nos grands entretiens.